Nous venons de voir l'importance de la communication dans l'économie française et pour cette deuxième séquence, nous allons nous intéresser au modèle économique de la communication, modèle économique qu'il va falloir réinventer parce qu'on ne va pas se mentir, tout ne se passe pas très bien, l'équation économique est assez délicate pour le secteur. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Agathe Bousquet, qui est la présidente de Publicis Groupe France, et puis David Leclabar, président de l'agence indépendante Australie GAD, et puis, bonjour, coprésident de l'AACC. Alors, les modèles économiques sont un petit peu compliqués. On voit que les agences de communication ont un tout petit peu de mal à bien vivre. Ce qui veut dire, et on va en parler avec vous, Agathe Bousquet, ce qui veut dire que on peut rentrer dans un cercle vicieux, moins d'argent, moins de talent, moins d'argent. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. C'est pour ça que c'est bien que ces états généraux, ils abordent le sujet de la valeur au sens de l'impact économique et social positif de nos métiers, mais aussi le sujet de la rémunération. Je suis assez contente qu'on aborde ce sujet-là sans trop de caricatures ou sans trop de raccourcis, ce qui n'est jamais très évident en réalité. En fait, c'est assez simple, l'équation est complexe parce que c'est banal de le dire, mais ce n'est pas toujours bien entendu au moment des négociations. Notre métier, c'est des gens, c'est des talents, c'est toujours des métiers très intellectuels, c'est des créatifs, des stratèges, des gens qui font de l'influence, des gens qui font de la communication interne, enfin des métiers extrêmement divers. Et ces métiers se sont énormément complexifiés depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup de métiers nouveaux qui ont été créés, notamment par la révolution digitale, la fragmentation des médias, des audiences, etc. C'est un peu comme si, au fond, pour faire une bonne baguette, il fallait à la fois les très bons boulangers d'il y a 20 ans, les très bons créatifs, les très bons stratèges, mais en plus tout un tas de gens autour du fournil pour faire en sorte que la stratégie de communication soit évidemment extrêmement efficace, sachant que la révolution digitale, elle a coûté assez cher. On a tous beaucoup investi dedans pour que, évidemment, ça fonctionne. De nouveaux talents. De nouveaux talents. Et j'ajoute à ça qu'il faut aller les chercher. Et j'ajoute à ça que là, on n'en parle pas souvent, mais on le voit déjà dans nos agences à quel point c'est déjà un investissement en temps et en argent. Il y a une autre révolution qui est en jeu, qui est la révolution sociétale, la révolution environnementale. On investit tous beaucoup pour mesurer, réduire l'impact de nos campagnes, etc. Tout ça, c'est de l'investissement. Et en parallèle de ça, c'est vrai qu'il y a une pression énorme sur les contrats, une pression énorme sur la rémunération, alors que l'équation, elle s'est complexifiée. Alors concrètement, il y a un moment qui est notamment clé et qui revient de plus en plus souvent en termes de pression sur la rémunération, c'est le moment de la fin d'un contrat. Alors, quand il y a la fin d'un contrat, il y a une alternative assez simple en général, soit appel d'offres, où là, c'est un moment de rapport de force assez violent en termes de rémunération et en termes de négociation. Mais Cécile Lejeune y reviendra tout à l'heure, donc j'insiste pas, mais c'est un point assez central. Et puis, il y a une alternative qui est la fidélité. Et on oublie souvent de dire que la fidélité d'un annonceur, ça peut aussi coûter un peu d'argent. Parce qu'en réalité, au moment où on reconduit, j'ai souvent vu au cours des 20 dernières années que j'ai passé en agence des scopes augmenter, mais pas forcément la rémunération de la même manière. Alors qu'une fois encore, comme je le disais au début, ce sont des gens. Et ces gens-là, ils ont des carrières qu'on doit accompagner. Ils font un métier, comme je l'ai dit, plus complexe. Donc souvent, ils coordonnent des choses beaucoup plus larges. Ils doivent continuer à faire très très bien le métier qu'on faisait déjà il y a 20 ans et faire plein d'autres métiers autour, ou coordonner en tout cas plein d'experts autour de la table. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est très important de rappeler cette notion de talent et d'individu, parce qu'en réalité, souvent, le meilleur moyen pour que, et chez l'annonceur, parce que c'est une histoire de collectif, cette histoire. Et chez l'annonceur et en agence, on est les meilleurs talents et on est donc les meilleures campagnes, les meilleures stratégies en général, quelles qu'elles soient de communication. Ça a une valeur. Oui, ça a une valeur. Et on va voir avec David Leclabar, cette valeur, comment est-ce qu'on arrive à la matérialiser dans les contrats avec les annonceurs ? Ça va dépendre beaucoup du type d'agence et du type de relation qu'on va avoir avec les annonceurs. Parce qu'en fait, deux annonceurs ne vont pas forcément se ressembler, ni dans leurs demandes, ni dans les supports qu'ils vont utiliser, ni dans leur envie de travailler au long cours avec une agence. Donc on s'aperçoit que les grandes histoires avec les grandes marques sont toujours des liens très forts, issus de liens très forts entre un annonceur et une agence. Donc on sait que le long terme paye, on le voit bien. Pour autant, il y a des agences qui vont travailler au coup par coup, au mode projet, et c'est plutôt ce type de contrats qui sont en train de venir. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'il y a plein d'agences qui ont réussi... On se remet en cause beaucoup plus rapidement, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on fait son chiffre d'affaires au fil de l'eau. Donc on commence l'année avec peu de visibilité, puis on doit finir l'année avec 100% de son chiffre d'affaires. Ce qui n'était pas le cas du tout des agences de conseil, qui, elles, commençaient l'année avec 80% ou 75% de leur chiffre d'affaires en visible. Et il fallait compléter avec du développement, mais on savait où on allait. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose quand on cherche de la flexibilité. Il se trouve que les métiers, comme disait Agathe, du digital ont beaucoup changé nos approches, et eux
sont toujours en recherche d'une grande flexibilité. Là où la question va se poser et devient plus problématique, c'est que la flexibilité peut se transformer en précarité très vite. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il n'y a que de l'humain. Donc quand on n'a que de l'humain, il y a une prise de risque qu'il faut prendre à un moment donné, notamment dans un pays où on a la chance d'avoir un droit social qui est fort et qui nous protège très bien, on le voit depuis le début de cette crise. Donc n'oublions pas quand même où est-ce qu'on vit, dans quelle économie on participe, d'autant plus que si nos métiers ont de la valeur, les gens qui le font et les marques ont de la valeur. Et donc il faut que ça se retrouve dans les contrats. Donc l'enjeu, il est double pour moi. Il est que la précarité, elle ne se retrouve pas sur des gens qui sont externes aux agences, comme les freelances, qui peut être parfois le cas, parce que si je ne prends pas le risque, moi, dans mon entreprise, c'est quelqu'un extérieur qui va le prendre. Mais je rappelle aussi, il ne faut pas non plus que le risque se prenne en agence. Parce qu'une agence, pour accompagner des talents, elle doit mettre des cadres en place, que ce soit du management, de la formation, un service RH, un dialogue paritaire, et tout ça, c'est du temps. Et donc tout ça, c'est de l'argent. Et ça a de la valeur. Une valeur essentielle, pourquoi ? Parce que si on veut être performant dans le contenu de ce qu'on fait, il faut que ça soit réplicable et durable. Et ce n'est possible que quand on accompagne les talents. D'où l'importance de ces contrats qui doivent prendre en compte le fait qu'il y a des cadres à mettre en place dans les entreprises. Alors ça, on a bien compris la problématique, mais soyons clairs, quel est le rapport de force et comment est-ce que, une fois que vous avez expliqué ça à vos clients annonceurs, comment est-ce que vous arrivez à dire, écoutez, donnez-nous un peu plus de temps, travaillons sur le long terme, changeons les termes du contrat. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? On s'est quand même beaucoup adapté dans les années qui viennent de passer pour pouvoir répondre à des besoins variés. Ça, c'est un premier point. Ce qui est bien avec ces états généraux, c'est que, contrairement à notre habitude, qui est de passer notre temps à parler du contenu de ce qu'on fait, aujourd'hui, on parle beaucoup plus du cadre et du processus pour arriver et être performant durablement ensemble. D'ailleurs, on le fait ici, mais il faut voir que le Club des annonceurs l'a fait il y a 15 jours ou 3 semaines en parlant d'une réinvention des relations et des interdépendances entre marques et agences, ce qui est très intéressant. Donc le dialogue est en train de s'ouvrir, certains y arrivent très bien, on peut prendre l'exemple tout simplement en regardant des confrères et des consoeurs qui mettent en place des systèmes vertueux avec des marques qui sont très fortes sur leur marché, donc on peut s'inspirer de certaines pratiques qui existent, et puis après, il faut bien rappeler au début d'un contrat qu'il y a le contenu qui est important, et souvent on choisit une agence pour ce qu'elle a produit, mais il y a aussi tout le processus qu'on a à notre autour qui est extrêmement important si on veut que cette performance soit durable ensemble. Alors, Agathe Bousquet, on a parlé de précarité, David Leclamart. Est-ce qu'on peut parler de paupérisation ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a c'est comme dans tous les secteurs, comme dans tous les milieux, il y a des excellents partenariats, il y a de très belles histoires où il n'y a pas du tout de paupérisation, il y a une compréhension, il y a une compréhension de la valeur des talents, il y a une compréhension même, on a conscience qu'autour de la table, il y a plus de monde, on a conscience qu'on a besoin de certaines expertises, et donc il y a des partenariats vertueux, où là, il n'y a pas du tout de paupérisation, et puis il y a des couteaux sous la gorge. Il y a des moments, en effet, de rapports de force qui sont extrêmement violents et où, en effet, l'agence, elle a le choix entre d'aller face à une alternative qui, de toute façon, n'est pas bonne, voire est très mauvaise. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est là où on a besoin des directions des achats, on a besoin des directions générales, on a besoin, évidemment, des directeurs marketing, des directeurs de la communication, mais qui, souvent, sont assez d'accord avec nous, il faut quand même se dire la vérité. Nos partenaires du quotidien, c'est ceux qui ont besoin, et souvent ils le disent d'ailleurs, on a besoin d'agences fortes, on a besoin que vous me recrutiez les meilleurs planeurs, on a besoin des meilleurs influenceurs, on a besoin des meilleures stratégies data, etc. Donc eux, ce ne sont pas des gens qui vont tirer vers le bas en général. La réalité, c'est qu'eux-mêmes sont dans un environnement où on leur demande des coupes. C'est pour ça que c'est là où, au fond, c'est l'intelligence d'une gouvernance de l'entreprise au global sur la communication, et c'est pour ça que tout est dans tout. Il faut valoriser la communication. On venait de dire tout à l'heure qu'un euro investi en communication rapporte plus de 7 euros à l'entreprise. Ça, c'est clé pour rappeler aux directions générales, aux présidences et aux directions des achats qu'à un moment donné, on ne coupe pas moins 40, moins 50 comme ça du jour au lendemain une agence. Alors, on ne coupe pas moins 40, moins 50. C'est le message très clair qu'on peut faire passer aux annonceurs. Merci beaucoup, David Leclamart. Merci beaucoup, Agathe Bousquet, pour votre participation. Merci. Alors, nous venons de voir l'importance d'investir dans les talents. Nous avons maintenant parlé de l'importance d'investir dans la technologie. Pour ça, je reçois Stéphane Distinguin, créateur de l'agence d'innovation Faber Nobel, et puis Cécile Lejeune, présidente de VML Y&R, l'ex Young & Rubicam. C'était beaucoup plus simple à dire, excusez-moi. Alors, Stéphane Distinguin, nous allons parler... le digital, on l'a dit déjà, et puis on le voit partout, c'est arrivé dans les agences, c'est une véritable révolution, ça nécessite des nouveaux talents, ça nécessite des nouvelles technologies, il faut investir beaucoup. Est-ce que vous en avez les moyens ?
Ah oui, on en a les moyens. Et puis, alors moi, c'est vrai que j'ai une chance, peut-être, pour reprendre ce que disait Agathe Bousquet tout à l'heure, c'est que moi, j'ai créé une boulangerie numérique. Donc, il y avait une époque, j'ai commencé par là. Donc ici, j'ai eu cette chance-là. Mais oui, on a les moyens d'attirer des talents. Et puis, de toute façon, notre métier, ce qui reste vraiment commun à toutes nos boulangeries, c'est le temps d'avance. C'est qu'on n'a pas forcément le plus vieux métier du monde. Je pense qu'on a le plus beau. On a cette chance, c'est que ce qui est rare, c'est d'anticiper le monde qui vient. Et dans le monde qui vient, ça fait un moment qu'on s'est rendu compte, et vous avez dû suivre comme moi les résultats de toutes les grandes plateformes web ces derniers jours. On voit bien qu'en fait, il y a... Elles étaient déjà fortes dans le monde d'avant, dans le monde d'après, elles sont extrêmement accéléré. puissantes. Donc en fait, cette puissance nous oblige tous, annonceurs, agences, toutes les entreprises, toutes les organisations, en fait, à s'adapter et avoir quelque chose à proposer pour cette ère numérique. Et en fait, nos métiers, ils se recomposent, parce qu'il y a les tech compagnies, je viens de vous en parler. Mais moi, je pense que nous sommes des talent compagnies. C'est-à-dire que notre métier à nous, c'est de composer des talents différents. Voilà, c'est ce que, là encore, Agathe Bousquet vous a dit, c'est qu'il faut qu'on sache mélanger, avoir le bon mix, en fait, de compétences. Et avec les années, on s'est rendu compte que le planning stratégique venait en concurrence avec le conseil en stratégie, que les SS2I, Accenture et quelques autres venaient en fait et se disaient qu'elles étaient les premières en fait sur les sujets de la communication aujourd'hui parce qu'elles géraient en fait les tuyaux. Et puis enfin, il y a les startups qui ne sont pas les dernières, non pas à nous faire de la concurrence, mais c'est très très important quand on parle de talent et de budget, c'est que nous, on aura toujours un métier, un très beau métier, tant qu'on saura accueillir, attirer des gens qui ne vont pas chez nos clients. Et alors là, il y a un problème, parce que vous parlez des startups, des plateformes, des tech compagnies, elles lèvent beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, elles sont très attrayantes pour les jeunes, elles ont les moyens de les payer, et puis c'est très bien d'aller dans les startups. Est-ce que vous avez les moyens de lever autant d'argent et d'être aussi attrayant ? Alors, on a les moyens de lever de l'argent, on a des modèles, on a la chance aussi d'avoir des modèles qui nous permettent... Alors, c'est le fond du débat, c'est qu'il faut qu'on ait les moyens de continuer à pouvoir recruter ces personnes et les accompagner dans leurs aspirations, parce qu'ils ne rentrent pas avec un salaire donné pour ne jamais être augmentés. Donc, ils attendent aussi à ce qu'on puisse grandir avec eux. Mais on a cette chance extraordinaire qu'on a aussi affaire à une génération qui n'a pas seulement envie de gagner de l'argent, qui a aussi envie d'apprendre. Et je pense qu'on est parmi les meilleures organisations pour apprendre des métiers et pour, j'insiste, combiner ces compétences. Parce que, en fait, il n'y a pas de problème complexe. Je ne vais pas vous faire du Edgar Morin de cuisine, mais c'est qu'il n'y a que de la transversalité. Alors, donc, comment est-ce qu'on mélange et c'est ça qui est en fait tout l'intérêt. Et ça, on peut le proposer en fait à des jeunes, c'est d'apprendre en se combinant et en côtoyant des compétences très différentes. Merci, je me tourne vers Cécile Lejeune. Alors, on l'a vu, les modèles économiques sont remis un tout petit peu en cause. Et puis, j'ai l'impression que vous passez votre temps à faire des pitchs. C'est délicat ? Oui, c'est effectivement le sujet qui cristallise aujourd'hui aussi notre problème de business model. Agathe Bousquet en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que les appels d'offres, ça fait partie de la vie et de notre métier depuis le début. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y en a de plus en plus souvent, puisqu'on a compris les contrats sont de plus en plus courts, voire on travaille au projet et à chaque fois il y a un appel d'offres. Donc il y en a de plus en plus souvent. On nous demande de faire de plus en plus de choses dans le cadre de l'appel d'offres qui, je rappelle, la plupart du temps, pas rémunéré. Et au final, effectivement, on y passe beaucoup plus de temps. Donc qu'est-ce qui arrive aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, la plupart des agences n'arrivent pas à amortir le temps qu'elles passent sur les appels d'offres par les gains. Donc ça veut dire que les agences perdent beaucoup d'argent sur cette partie d'appel d'offres. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est tout obligatoirement, ça veut dire que le reste des équipes qui ne font pas des appels d'offres mais qui travaillent pour les clients sont obligés de participer un peu aux appels d'offres et que forcément, au final, les clients en pâtissent. C'est-à-dire que tout le monde a à perdre puisque obligatoirement, si on passe plus de temps sur les appels d'offres, on passe moins pour les marques et nos clients et on crée moins de valeur pour les marques et on a tous à perdre. Et alors, quelle est la solution pour en sortir ? La solution, c'est exactement le rôle des États généraux, de trouver la solution. Oui. Et je suis plutôt optimiste parce qu'effectivement, pour la première fois, grâce aux États généraux, parce qu'il y a les marques, les agences, les médias qui ont décidé de travailler ensemble, qui ont compris qu'il y avait un sujet de valeur et qu'il fallait défendre la valeur de notre métier, je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de s'engager pour dire qu'on va trouver des solutions ensemble. Ça veut dire ?
Quel type de solution? Il y en a plein qui peuvent être. Il y en a plein Est-ce qui qu'il peuvent faut être. payer les pitchs, par exemple? Par exemple, pourquoi pas. Alors après, la vraie question, il y a de plus en plus de marques qui dédommagent les pitchs, par exemple. Ça commence et il y en a de plus en plus. Mais peut-être qu'il ne faut pas juste les dédommager, il faut peut-être aller un poil plus loin. Peut-être qu'il faut aussi réduire le nombre de pitchs qu'on fait. On n'est pas obligé d'en faire tous les ans. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être travaillées. Donc, allonger la durée des contrats et rémunérer les pitchs, ça, c'est un bon début pour discuter entre vous. Par exemple. Mais il y a aussi, je trouve que le sujet de comment on s'assure que le temps passé sur les appels d'offres est amorti par les gains, c'est aussi un sujet qui peut être intéressant à travailler, en fait, dans le fond. Donc oui, on a du boulot. Vous avez du boulot. Alors, vous avez du boulot. Et dans ces états généraux de la communication, on a fait intervenir des jeunes, des étudiants qui connaissent mal le métier, mais qui sont intéressés par la communication. On a une question pour vous qui est posée par Agathe Lemoine, qui est étudiante en licence information et communication de l'Institut catholique de Paris. Je vous en prie. Bonjour, j'ai une question pour Cécile Lejeune. Comment faites-vous pour attirer des jeunes talents dans votre agence ou plus largement dans les agences, alors que votre secteur a la réputation d'être moins rémunérateur et surtout moins éthique? Qu'est-ce que vous lui répondez? Merci Agathe, c'est une très bonne question. D'abord Agathe, je pense que j'ai envie de dire, et tu l'as dit Stéphane, que je pense qu'on peut attirer aujourd'hui les étudiants et les jeunes parce qu'on fait un très très beau métier. Enfin, le plus beau métier du monde. Mais pourquoi? Enfin, je ne sais pas si Agathe en a conscience. Est-ce qu'il y a un métier où notre rôle est d'avoir des idées, de passer notre temps à avoir des idées, et que tout le monde peut avoir des idées, quelle que soit la hiérarchie? C'est-à-dire que, et en plus, on doit changer de sujet tous les jours, donc on a le droit d'avoir des idées nouvelles tous les jours pour des nouveaux sujets. Enfin, il y a quand même peu de métiers où on fait ça, réellement, et peu de métiers où on a ce plaisir. Donc ça, c'est ma première réponse pour Agathe. Il y a aussi, parce qu'elle est, vu son âge, d'une génération qui a envie aujourd'hui de faire changer les choses, de changer le monde, et je pense que si on veut faire changer les choses et accompagner la transition écologique, accompagner la transformation de la consommation, le meilleur endroit pour faire changer les choses, c'est d'être en agence. Stéphane Distinguin, très très court, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je dis toujours à mes collègues les plus jeunes qu'on a la chance extraordinaire d'avoir un métier où on peut être jeune et avoir raison. C'est génial. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Voilà, ça, c'est un bon pitch. Jeune, vous venez chez nous, vous aurez raison. Merci beaucoup, Cécile Lejeune. Merci beaucoup, Stéphane Distinguin. Et puis, vivement les jeunes. Oui, merci. Pour cette troisième table ronde, nous allons parler de la nécessité d'investir maintenant dans les contenus, puisqu'on va se mettre du côté des médias. Et pour ça, je reçois Aurore Daumont, qui est la présidente de Média Figaro, qui est Bonjour, chez elle, Véran. voilà, la régionale de l'étape, comme on dit, et Magali Florence, qui est la vice-présidente de l'UDECAM, qui représente donc toutes les agences médias. Aurore, il faut investir dans les contenus, effectivement, ça c'est le travail de la presse. Comment est-ce que vous le valorisez par rapport aux annonceurs ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de valeur sans parler de valeur du contenu, sans parler d'investissement et sans parler de lien de confiance. Parce qu'on voit, et d'ailleurs le Covid est un bon moyen de mesurer ça, l'appétence des audiences se fait en fonction de la qualité de ce qui est proposé en termes de contenu éditorial. Et les médias, finalement, sortent très puissants de cette crise. Ils n'ont jamais été aussi puissants, ils n'ont jamais été aussi efficaces et ils aident aussi à transformer le monde. À transformer le monde en transformant justement la façon de parler par exemple de développement durable, mais aussi la façon de faire vacciner une population. Donc, et ce que les marques viennent chercher chez nous, c'est ça. C'est en fait à la fois ce lien de confiance et ce lieu de rendez-vous entre elles et des consommateurs. Donc c'est très très important que l'endroit où elles viennent, et on en parle souvent avec les agences, soient des endroits de très grande qualité. Et ce qui est peut-être un peu paradoxal, c'est que alors que les médias investissent, et investissent massivement, ils investissent pour créer ces fameux points de contact, qu'ensuite on discute avec les agences, ce fameux parcours client. Donc elles investissent beaucoup dans le digital, elles investissent beaucoup dans la technologie ou dans le RGPD, elles investissent beaucoup dans la qualité publicitaire. Donc les marques et les agences nous demandent une qualité et une intégration publicitaire toujours plus riche. Et paradoxalement, en fait, la valeur des médias baisse. Oui, ça c'est le paradoxe que vous vouliez souligner. Alors, ces états généraux de la communication ont entamé un travail de construction d'un baromètre afin de mesurer
le poids de la communication immatérielle et en particulier la communication responsable. Ça, c'est un mot nouveau. Très important parce qu'on voit à quel point les entreprises ont besoin de communiquer sur leurs engagements responsables. C'est difficile de le faire dans n'importe quel média. Elles ont besoin de médias qui véhiculent cette confiance et qui offrent des contextes. Et nous, on s'est dit qu'on offrait ça, mais on devait aussi, avec les États généraux, se mettre autour d'une table et réfléchir à ce tracking de l'évolution de la communication responsable des marques, voir quelle est la pression qu'elles mettent sur leur actif immatériel, comme on a dit précédemment, et sur leur communication qui est de plus en plus responsable, et on s'en félicite. Très bien. Magali Florence, alors je me retourne vers vous. Donc, vous êtes vice-présidente de l'UDECAM, les agences médias. On l'a vu, il y a des paradoxes pour les médias, il y a des pressions sur les agences. Comment est-ce que vous gérez tout ça ? Alors nous, on est la quintessence des différentes pressions et paradoxes évoqués précédemment, par définition, des intermédiaires. C'est notre rôle par la loi, avec la loi Sapin. La pression de recruter des talents, la pression d'investir dans la data, la pression d'investir dans la tech. On est à la croisée des chemins dans un univers qui a explosé en termes de médias. Aurore le disait, ça devient de plus en plus sophistiqué. Tous les médias sont multi-device, tous les médias aujourd'hui s'achètent de façon différente. On parle de plus en plus d'achats programmatiques, mais on reste encore sur des achats à l'ordre d'insertion. Il faut qu'on investisse sur des nouveaux métiers. Depuis 15 ans, les investissements du marché publicitaire n'ont augmenté que de l'ordre de 30%. On a multiplié par 2 le nombre de métiers représentés en agence média. Je parlais des médias qui ont des audiences à la fois en offline et en online. Tout ça, ça a besoin d'être mesuré. Et les études d'audience ont explosé. Ça coûte aux agences médias en France 15 millions d'euros par an. 15 millions d'euros. Et le budget consolidé, études et outils des agences de l'UDECAM. Et puis effectivement, la course à la productivité avec du développement d'automatisation, de techno, pour permettre de dégager un maximum d'intelligence pour accompagner nos clients dans des systèmes de plus en plus sophistiqués. Alors on l'a vu, vous êtes au milieu, vous devez investir beaucoup, vous vous rappelez 15 millions d'euros rien que pour faire toutes les études d'audience des différents médias et participer aux études d'audience des différents médias. On l'a vu, c'est aussi un métier qui s'est automatisé avec le programmatique. Comment est-ce que vous travaillez encore en amont avec les médias ? Alors, notamment sur le contenu, pour rebondir sur ce que disait Aurore, le contenu, et en particulier avec la disparition des cookies, je pense qu'on va revenir en force sur le content planning, sur l'importance de l'environnement éditorial, sur la caution de la marque média qui héberge une marque commerciale. Et ça, pour le moment, il n'y a pas encore d'intelligence artificielle qui soit capable... C'est encore un métier d'être humain ? Absolument, c'est encore un métier d'expertise humaine, de sensibilité, de talent. Donc il y a effectivement ça. Et puis, toute machine, aussi intelligente soit-elle, tout algorithme, aussi intelligent soit-il, finalement, il est conçu par des hommes. Donc, de toute façon, il y aura toujours besoin d'hommes. Alors, Aurore Daumont, on a évoqué très, très rapidement la disparition des cookies. Et donc, on revient comme ça à des relations humaines et de l'humain. Il faut aussi investir dans l'humain. Ah oui, mais je crois que la preuve en est aujourd'hui, dans des grandes marques qui sont devenues multicanales, avec des contenus vidéo, des contenus sociaux, sans talent, sans humain, sans journaliste, sans personne aussi pour opérer. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la formidable équipe qui est derrière et qui rend tout ça possible. En fait, l'humain est partout et je crois que peut-être que le confinement nous a appris que c'était précieux que l'humain soit au centre de tout. Magali Florence, quelle est l'action récente dont vous êtes le plus fier pour aider vos clients ? Définitivement le coup de gueule qui vient de paraître de la part des agences médias, de l'UDECAM, contre la décision unilatérale de Google de réimpacter de 2% sur les 3 que le gouvernement lui a imposé, 2% d'augmentation taxée sur leur prix de vente d'achat d'espace. Donc, on n'est pas d'accord. Vous avez eu aussi des problèmes avec le confinement. Est-ce que vous avez quelles sont les leçons que vous prenez du confinement ? Beaucoup de contacts. Encourager le lien
de façon différente par rapport à un lien physique qu'on peut avoir quand on est dans nos agences respectives et quand on peut voir nos clients en réunion. Décrocher son téléphone, envoyer un petit mot personnalisé, et éventuellement essayer de débarquer avec un panier pique-nique chez un client pour faire un déjeuner improvisé à deux. Excellente idée. Merci beaucoup, Aurore Daumont. Merci, Magali Florence. Et nous passons à la prochaine table ronde. Merci. Merci. Pour cette 4e table ronde, nous allons parler de la nécessité d'investir dans la marque. On l'a vu, il y avait les médias, il y avait la technologie, et là, on va parler de la marque, parce que quand même, on est dans le secteur de la communication. Pour cela, je reçois Stéphanie Rismont, qui est directrice de la communication et de la marque de la SNCF, donc énorme marque connue par à peu près tous les Français, j'imagine. Oui, et puis Nicolas Gondot, qui est le cofondateur de The Observatory International, cabinet de conseil pour jouer les conseils et les intermédiaires entre les annonceurs et puis leurs agences. On va commencer par vous, Stéphanie Rismont. Donc, vous avez une marque très importante, une marque qui a connu, comme tous les autres, des difficultés en 2020. Ça a été difficile de communiquer auprès de ces usagers, on dit, ou clients ? Voyageurs, effectivement. Et donc, comment est-ce que vous pouvez communiquer sur le long terme avec vos agences ? Je pense qu'à la SNCF, où je suis depuis 1 an, comme dans d'autres entreprises, il est indispensable de créer un relationnel très fort entre l'agence et l'annonceur. C'est-à-dire, moi, je considère que pour avoir de bonnes campagnes, pour avoir des résultats, il faut avoir une relation gagnante-gagnante avec nos agences. Agathe le disait, la relation sur le long terme, elle est indispensable. Après, on peut faire des appels d'offres par moment, et c'est nécessaire de remettre en compétition une agence avec qui on travaille, mais j'ai envie de dire, il faut le faire de façon, pas rare, mais de façon séquencée, pas tout le temps et sur n'importe quoi. D'accord, donc c'est ce que disait Agathe Bousquet, il y avait personne n'a y gagné à remettre en appel d'offres tous les ans un même budget annonceur. Ce qu'elle demandait aussi, c'est la rémunération de ces pitchs. Quelle est votre position en tant qu'annonceur ? Alors, moi je suis pour la rémunération des gros pitchs. Je ne parle pas de tous les pitchs qui sont sur tous les sujets, mais quand on choisit une agence de publicité pour un contrat sur 3-4 ans, je pense que les agences qui travaillent sur ces pitchs passent des heures et des heures, mobilisent des expertises, des ressources, et donc c'est normal de rémunérer ces agences qui sont en finale, quand c'est structurant, quand ce sont des gros pitchs qui engagent une agence, et l'agence met énormément de moyens. Moi, j'ai travaillé en agence pendant 10 ans, je sais ce que ça veut dire, et donc je crois que c'est important, effectivement, que les annonceurs aient conscience de ça. Alors, on l'a vu, cet écosystème se complexifie. Il y a de plus en plus de technologies, il y a de plus en plus d'intervenants, il y a de plus en plus de médias, il y a des canaux. Et vous-même, vous êtes une grande entreprise qui est assez complexe. Comment est-ce que vous gérez cette complexité avec vos partenaires ? Il y a quelque chose qui est particulier dans l'entreprise, qui existait moins il y a 15 ou 20 ans ou 10 ans, c'est l'écosystème interne. C'est-à-dire on a une pression dans l'entreprise de plus en plus importante des achats, du juridique, de la direction financière. Et notre rôle de directeur de la com, c'est d'être capable de prouver et de montrer que ce qu'on dépense comme argent, c'est un investissement et ce n'est pas juste un coût pour l'entreprise. Et tout l'enjeu, c'est de démontrer ça et d'avoir suffisamment de leadership pour montrer effectivement que quand j'investis dans ma marque, j'ai de la croissance et ça se retrouve dans mes résultats. C'est ce fameux effet de levier, quand on investit 1 euro, il y a entre 7 et 8 euros de résultats. Exactement. Sur la pub, il y a des choses qui sont moins tangibles. La communication institutionnelle, l'image, la réputation. C'est plus difficile de mesurer, mais je crois qu'il faut qu'on mette en place des outils de mesure parce que parler de son entreprise aux parties prenantes, quelles qu'elles soient et quels que soient les canaux, c'est indispensable pour donner de la valeur à sa marque. Alors, Nicolas Gondot, vous êtes cabinet de conseil, donc vous conseillez à la fois les agences et les annonceurs. On parlait de
complexification. Donc ça veut dire qu'on a besoin de personnes comme vous qui aient une image un peu générale. Vous êtes au cœur du dispositif. Qu'est-ce que vous conseillez aux agences et aux annonceurs ? Alors, c'est vrai que moi, j'ai la chance, de par mon activité, d'être témoin de nombreux cas de figure, que ce soit en France et aussi beaucoup à l'international. Et donc, pour répondre à votre question, Enguerrand, on l'a vu tout au long de cette journée, on est face à une complexité extrême. Oui, c'est un sujet qui est très compliqué. Et je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de recette miracle. Je crois que c'est un peu le constat qu'on peut se faire, même s'il y a des belles initiatives qui sont faites par les uns ou les autres. Moi, je retiendrai 2 axes d'amélioration. La première, c'est vraiment, je crois que c'est très très important, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, pour vous donner un exemple de ce qu'on peut constater notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, un client va être fier de payer le CEO de l'agence. C'est-à-dire qu'il va considérer que le marketing, c'est un investissement, c'est pas un coût, et il va essayer finalement de capter les meilleures ressources et les profils les plus seniors. Donc c'est vraiment cet état d'esprit. En France, c'est beaucoup moins le cas. Il y a des marques qui le font, mais elles sont plutôt rares. Et d'une manière générale, beaucoup de marques vont considérer que le patron d'une agence ou son directeur de création ont plus un rôle finalement de management général et ne vont pas forcément du coup rémunérer leurs agences alors que ces personnes s'investissent énormément pour eux. Donc je crois que c'est vraiment très important de parler de cet état d'esprit. Et puis il y a un deuxième axe d'amélioration qui est peut-être encore plus complexe puisqu'on a parlé beaucoup de cette fameuse complexité. C'est vrai qu'aujourd'hui, un CMO d'une entreprise se retrouve face à une complexité extrême, c'est-à-dire, et comme on parle beaucoup de budget aussi, c'est comment j'arbitre mon budget entre le média payé, mes propres ressources marketing de mon équipe, les agences, conseils, d'une manière générale, tout ce qui va être la production de contenu, et donc cet arbitrage, et évidemment la technologie, puisque, comme vous le savez, la technologie s'est invitée depuis ces dernières années à la table du marketing, avec des investissements qui sont absolument colossaux, et cet arbitrage, le gâteau n'a pas grossi. Comment moi, en tant que CMO, j'arbitre, et finalement, comment je suis vu aussi en interne, Stéphanie, tu le disais, comment moi, en tant que directeur marketing communication, j'existe, et je suis capable aussi de justifier ces investissements. Et pour ça, je pense que c'est vraiment une problématique de compétence. C'est cette problématique de compétence, d'état d'esprit. Et si on devait résumer un petit peu mes propos, ce serait je crois, si on essaie aussi de trouver des solutions concrètes, ce serait d'énormément investir dans la formation. Déjà dans la formation tout à fait en amont, la formation de tous les jeunes qui vont sortir des écoles. Je pense, et ce que je constate, c'est qu'il y a très peu de cours dédiés à l'économie. Qu'est-ce que l'économie d'une agence ? Qu'est-ce que la mesure de la performance ? Qu'est-ce que la finance du marketing ? Je crois qu'on devrait énormément insister là-dessus. Et puis, évidemment, pour tous les CMO et directeurs de la commission qui sont en poste, ça passe, je pense, par énormément de formation continue pour revaloriser ce métier, parce que les agences souffrent, c'est clair, elles le disent, mais je crois que le pendant, et côté direction de la communication, c'est aussi un petit peu le cas, c'est-à-dire c'est important. Stéphanie Rissement, Nicolas Godot parlaient d'état d'esprit. Un état d'esprit, c'est long à changer, ou quand vous arrivez dans une société, dans un grand groupe comme celui de la SNCF, on peut impulser un nouvel état d'esprit assez rapidement? Je crois qu'il y a un état d'esprit du dirigeant, que l'on est, directeur de la com. Je crois qu'on ne fonctionne pas les uns les autres de la même façon. Donc, soit par son expérience, soit par qui on est, la confiance qu'on peut avoir, a priori. Donc, c'est vrai que c'est un état d'esprit du dirigeant. Après, c'est avec des preuves qu'on convainc. Oui. Donc, l'état d'esprit ne suffit pas. C'est aussi la façon dont on est capable d'interagir avec l'écosystème en interne. Moi, je sais que quand je travaille, on a fait une compétition il n'y a pas si longtemps que ça, quand on travaille avec les achats, le juridique, si chacun aussi est bien à sa place, joue son rôle dans les règles de l'art, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'accord. Mais
il faut que chacun reste à sa place, ce qui n'est pas toujours évident dans toutes les entreprises. Alors, on est, Nicolas Gondot, on est dans ces états généraux de la communication. Ce mot état d'esprit, je le retiens. Il y a un écosystème avec des annonceurs, des agences, des médias. Est-ce que vous pensez que si tout le monde se met autour d'une table, l'état d'esprit peut évoluer ? Absolument. Il suffit de voir la qualité des intervenants de cette journée. Je crois que tout le monde est mobilisé. Ce n'est pas les uns contre les autres. Il y a autant besoin de changements du côté des clients, des agences. Donc je crois que cet état d'esprit, il est fondamental. Alors, on parle de culture, donc c'est très long. Le changement est long, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut l'inculquer dès la formation, dès l'école. Donc on est en train de se dire qu'on change un petit peu les principes d'une société, donc ça prend beaucoup de temps. Maintenant, je crois que le principal sujet, c'est la bienveillance, le respect. Je crois que les clients et les agences sont exactement dans le même bateau, et quand ils l'ont compris, ça donne des collaborations qui sont formidables. Plus fructueuses. Formidables. Parfait. Et efficaces. Merci beaucoup Stéphanie Rismond, merci beaucoup Nicolas Gondot pour avoir participé à cette table ronde. Puis nous allons enchaîner sur la prochaine. Merci, au revoir.